Bonjour à tous, ce que j'ai pas vu, donc thématique, j'avoue qu'on enchaîne un petit peu là, toutes les thématiques, donc à chaque fois il faut que je me remette dedans. Là on a c'était en plus sur le devoir de réserve et la communication préélectorale, donc c'est complètement autre chose. Et donc là on a demandé à intervenir pour prendre de gestion sur le droit statutaire au service du management. J'insiste, ce n'est pas une intervention sur le management en tant que tel, on pourrait l'aborder de différentes façons. Les différentes thématiques qui sont autour du management, c'est vraiment le droit statutaire qu'on va appliquer. Alors, en introduction, je sais pas si cette petite vidéo. Ça me permet de gagner du temps. Le monde des collectivités. Vous connaissez l'expression « on est tous dans le même bateau ». Ben pour certains, ce n'est pas une expression. Ils sont vraiment sur le même bateau. Et dans la frégate que vous voyez, que j'ai discuté avec son commandant de bord, il y a à peu près 200 personnes, 200 agents, 200 marins. Comme hier, on était devant 200 agents. Et des marins de toutes sortes, hein, des expérimentés, des novices, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont des caractères différents. Et il faut gérer tout ce groupe-là, parce que si le bateau chavire, c'est tout le monde qui coule. Alors, vous allez me dire, bon, ouais, qu'est-ce qu'il nous veut avec ça? On travaille dans une collectivité, on ne travaille pas sur un navire de guerre. Oui, bien sûr, dans les collectivités, c'est pire. C'est pire que sur un navire de guerre. Parce que sur un navire, si quelqu'un ne fait pas son boulot et que ça entraîne un naufrage, bah, c'est tout le monde qui coule. Les personnes qui partent pendant 6 mois, ils ont notamment comme premier désir, c'est de revenir vivants. Généralement, ce n'est pas très compliqué de motiver les gens à rester en vie. C'est beaucoup plus compliqué de motiver les gens à venir travailler en collectivité territoriale. Ça, c'est autre chose. Et puis quand on manage sur un bateau, hein, on ne manage pas que de 9h à 18h, sauf le week-end, on manage tout le temps. Donc, il faut faire vraiment cette thématique-là sur laquelle je me suis intéressé, c'est notamment par rapport aux règles que la Marine nationale a engagées depuis les années 70 pour vraiment gérer et manager les agents en fixant un certain nombre de règles, un certain nombre d'éléments pour permettre à chaque commandant de bord de pouvoir bien mener la mission. Donc effectivement, même en collectivité, quelles que soient les circonstances, c'est peut-être une expression que vous utilisez ou non, mais on est tous sur le même bateau, on est tous dans la même collectivité et on a tous un intérêt collectif. Donc il va falloir mettre en œuvre des outils qui permettent vraiment de manager les équipes de façon à ce que tout le monde aille dans le même sens, et je reviendrai sur cette thématique-là. Donc, vous voyez que je ne vais pas vous parler des différentes théories du management, hein, le directif, le participatif, le délégatif, les différentes philosophies de Spinoza à Schopenhauer, en passant par Aristote, mais vraiment de rester calé sur les outils RH qui peuvent vous servir au quotidien pour gérer vos équipes, pour gérer votre bateau. Et j'ai 3 thématiques. Hein, un bateau comme une collectivité, qu'est-ce que c'est qui fonctionne bien? C'est une organisation structurée qui sait s'adapter aux circonstances, qui sait s'adapter aux personnes, qui est en perpétuelle adaptation, mais c'est quand même une organisation. Des équipes qui sont motivées et valorisées, des règles, et ça on le verra, des règles qui sont efficientes, qui sont efficaces, mais qui sont toujours connues à l'avance et qui évoluent au gré des circonstances. Une discipline, ça j'insiste à chaque fois, y compris quand je fais des formations sur le management, sur le mot discipline, qui peut avoir un sens péjoratif. Et ce qui est bizarre, c'est que quand on parle d'une discipline artistique, d'une discipline sportive, le mot prend un tout autre sens. Quand on dit discipline, on a l'impression que c'est la discipline militaire, on est au garde à vous, puis quand je vous parle d'une discipline artistique, c'est déjà beaucoup plus léger.
Pourtant, pourquoi on parle d'une discipline artistique? C'est parce que la personne qui veut vraiment exceller dans le domaine artistique, mais ça peut être également dans le domaine sportif, il va s'astreindre à une discipline pour atteindre son niveau. Si je veux bien jouer de la trompette, je vais m'exercer tous les jours. Si je veux être performant en course à pied, je vais m'astreindre à une discipline avec mon entraînement, avec ma nutrition, etc. Donc, vous voyez que les disciplines peuvent toujours avoir des sens différents. Et puis, l'anticipation des différentes évolutions. Quand je fais des formations sur le management, j'explique toujours que le manager doit être à temps plus 1, c'est-à-dire voir avant les autres. Et on va voir qu'il y a des outils qui le permettent. Alors, vous voyez, une organisation structurée qui sait s'adapter, parce que le management repose déjà, enfin la gestion d'équipe, sur une organisation qui soit claire, où il y a chaque rôle, chaque responsabilité, chaque processus est bien défini, et on sait entre guillemets qui fait quoi. Il ne faut pas qu'il y ait de zone d'ombre parce que sinon il y a des actions qui ne sont pas fluides. Ma mission n'est pas de rester derrière mon bureau à répondre à des questions. Mon rôle, c'est vraiment d'aller en collectivité. Je passe mon temps à me déplacer, donc quand on m'appelle, généralement, je ne suis pas disponible. Non, je sais, je ne suis pas disponible parce que je suis en collectivité ou je suis en train de voir des problèmes en collectivité. Et quand on arrive en collectivité, je disais à mes collègues, j'avais fait un montage photo il n'y a pas très longtemps en disant j'ai l'impression d'être un cauchemar en cuisine. Pour ceux qui connaissent un peu l'émission, des restaurants qui ne fonctionnent pas. Et quand le chef arrive, le cuisinier, c'est un ancien carreleur, la serveuse, elle ne dit pas bonjour. Il y a des fautes d'orthographe sur les menus, la déco, elle date des années 70. Et vous avez quelqu'un qui dit « Je ne comprends pas que mon restaurant ne fonctionne pas ». Moi, je sais à peu près pourquoi. Quand on arrive en collectivité, parfois, on est à peu près confronté aux mêmes choses. Les agents, ils viennent d'arriver, ils ne sont pas formés, ils n'ont pas eu de formation initiale, on ne sait pas trop qui fait quoi, on ne sait pas vraiment le rôle de chacun, vous vous étonnez que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a des outils qui existent, qui s'appellent l'organigramme ou le sociogramme, et on insiste à chaque fois, quand il y a des problèmes en collectivité, où est votre organigramme? Même à 2 personnes, il faut qu'il y ait un organigramme. On ne veut pas forcément toujours le mettre, visualiser, etc. Mais où sont les liens hiérarchiques qui se situent par rapport à qui? On l'a souvent au moment des entretiens professionnels, les gens qui disent « Mais c'est qui mon supérieur hiérarchique ?» Écoutez, ça doit être marqué sur votre organigramme. Alors on peut apparaître à plusieurs endroits d'organigramme, ça c'est pas un souci, puisque parfois des tâches ne nécessitent pas du temps. Mais en tout cas, même si on a un peu nombre de personnes, il faut un organigramme et même idéalement un sociogramme qui permette de voir les interactions avec chacun. Le sociogramme, ça parle à tout le monde, j'explique. D'accord. Le sociogramme, c'est quoi? C'est simplement que moi, dans mon action, je parlais de moi, les personnes qui me connaissent mieux, je vais avoir mon action, Aurélien, et autour de moi, je vais avoir un certain nombre d'acteurs, que ce soit des collègues, que ce soit des organismes extérieurs, que ce soit les collectivités, les mairies, etc. Vous voyez, j'élargis mon organigramme au sociogramme. Et par exemple, je vais travailler avec Laurie sur la communication, sur 2-3 points, ce qui veut dire que Laurie, ici présente, fait partie de mon sociogramme. Mais elle-même est au centre de son propre sociogramme. Vous me suivez toujours? Et qu'est-ce que je vais percevoir? Laurie, je vais uniquement percevoir la partie dont j'ai besoin. Elle ignore complètement ce que je fais à côté, comme j'ignore complètement ce dont je n'ai pas besoin. Et souvent, parfois, c'est des tensions là-dessus parce qu'on ne sait pas exactement qui fait quoi sur les autres domaines. Donc, c'est intéressant de pouvoir avoir en tête en disant, bon, il y a certes ce dont notre point commun, qu'on va travailler en commun, mais c'est bien également de savoir quelles sont les interactions avec les autres ou avec les autres. C'est les trucs, j'ai pas le temps, ou c'est les trucs, Aurélien il est dans son bureau, je demande ce qu'il fait ses journées. Oui, parce qu'il y a des fois, comme le jury, je passe 2 jours à essayer de trouver une réponse qui n'existe pas. Mais avant de savoir que ça n'existe pas, il faut bien que je cherche. Il faut bien que je cherche partout. Et donc, j'ai un certain nombre de missions
qui sont donnés par différents employeurs, par différents trucs, et j'ai élargi, hein, je veux dire, j'ai aussi, moi, le CLFPT, j'ai différentes collectivités, j'ai différents employeurs, j'ai différents organismes qui sont autour de moi. Et donc, vous voyez que là, j'ai pas un rapport hiérarchique, c'est vraiment les interactions que je peux avoir les uns avec les autres. Et quand il y a des conflits en collectivité, je dis, ok, bon, l'organigramme, c'est le préalable, mais est-ce que vous avez au moins conscience de votre sociogramme, c'est-à-dire les interactions des uns avec les autres? Parce que les missions, moi j'ai besoin de mes collègues pour certaines missions, mais je n'ai pas besoin de toutes leurs missions pour les miennes. Donc il faut toujours avoir cette interaction-là. Et parfois le travail en interne du sociogramme, ça a été fait au centre, je crois au dernier truc, en disant est-ce que vous savez ce que je fais? Qui sait ce que je fais? Chacun a une partie des éléments. Donc, je suis toujours au centre d'un sociogramme dans lequel vont graviter un certain nombre d'acteurs dont j'ai besoin, dont les communes, et chaque personne appartient à plusieurs sociogrammes. Mais voilà, au-delà de ça, je dis l'organisation, elle doit être claire, elle doit être figée, elle doit avoir du sens aussi. Quel est le sens de mon organisation? L'organisation, elle doit refléter, le cas échéant, une volonté politique. Elle doit avoir un sens pour pouvoir être dirigée, parce qu'un manager dirige. Dirige, ça veut dire direction. Ça veut dire que je dois aller quelque part. Le sens du travail, il y a plusieurs sens au mot sens. Il y a le sens au sens de la définition, quel est le sens d'un mot, et il y a le sens au moment de la direction. Je vais vers où? Donc l'organisation, elle doit avoir une signification. Si je me situe là dans l'organigramme, dans l'organisation, c'est parce qu'il y a un sens à ce que je sois là, il y a un sens à mon travail. Pour aller quelque part, c'est le sens au moment de la direction, et ça, c'est le manager qui doit pouvoir le dire. On va toujours se diriger en fonction d'un sens. Si aujourd'hui, je suis à Sainte-Savine et que je vais à Paris, ça veut bien dire que si je vais à Paris, c'est que j'ai besoin d'aller à Paris, donc il y a une signification, il y a un sens, avant d'aller dans le sens Sainte-Savine-Paris, pour pouvoir avoir un trajet et emmener quelque part. Donc l'organigramme, c'est pas uniquement, ou le sociogramme, c'est pas uniquement quelque chose vraiment d'aléatoire, où on dit bon, on s'en moque, etc., c'est juste pour faire beau. Non, ça a vraiment un sens pour le manager ou pour le directeur. Vont avec l'organigramme le tableau des emplois et des effectifs. Et vous verrez, c'est la surprise de la fin, mais je dévoile la conclusion, que tous les outils qu'on développe, et on a vérifié avec Laurie et Mabel hier, tous les outils qu'on va présenter, on les a présentés individuellement lors de vendredi du CDG. Tous. On a vérifié, on a repointé, j'ai redemandé, vous me sortez tous les vendredis du CDG qu'on a fait depuis 2 ans. On a fait un vendredi sur l'organigramme et sur le tableau des emplois et des effectifs. Et le tableau d'emploi et des effectifs, c'est une obligation juridique. Vous devez avoir dans votre collectivité un tableau des emplois et des effectifs qui correspond bien à votre organigramme. Chaque poste doit être créé. Même les postes temporaires, temporairement, ils apparaissent au tableau des emplois et des effectifs. C'est ce qui va permettre le cadrage budgétaire. Et parallèlement, vous avez les fiches cadres d'emploi qui me permettent de voir ce que je peux demander à un agent de faire, puisque c'est en fonction de décrets. On appartient tous à un grade, une catégorie, à un cadre d'emploi, et donc à un décret avec des missions. Et à l'intérieur de ce cadre d'emploi, j'ai obligatoirement mes fiches de poste. Et là, parce que ça va être redondant, mais j'ai l'habitude de me répéter, le tableau d'emploi des effectifs, les cadres d'emploi, les fiches de poste, on a fait des interventions lors des vendredis du CDG. Et effectivement, quand parfois on voit en collectivité qu'il y a des soucis, oui, il n'y a pas d'organigramme, il n'y a pas de fiche de poste, les gens ne savent pas ce que c'est que leur cadre d'emploi, oui, ça part mal pour pouvoir avoir une organisation et pouvoir manager les gens. Quand vous ne savez pas ce qu'ils font, pourquoi ils le font et dans quel sens ils le font, ça va être difficile après d'aller manager les gens. Donc, quand on se rend en collectivité, de plus en plus, sinon on est presque en gestion de crise permanente, c'est ce que ça je fais attention quand même, quand on va en commune où ça se passe mal, déjà, mettez noir sur blanc votre organisation, pourquoi cette organisation, pourquoi ces postes-là, pourquoi vous en avez besoin, est-ce qu'ils apparaissent bien au tableau des emplois et des effectifs, est-ce qu'on respecte bien les missions qui sont dans les fiches cadres d'emploi, et est-ce que vous avez bien fait vos fiches de poste, avec si je ne le fais pas, c'est pas dans ma fiche de poste, donc là, on peut retravailler sur des éléments là-dessus. Mais dans beaucoup de collectivités, ça se ressent notamment au niveau des entretiens professionnels où on a des agents qui disent j'ai pas de fiche de poste. C'est pas normal, la fiche de poste elle est obligatoire. Donc il doit y avoir une fiche de poste. Donc
pour pouvoir manager, donner du sens et diriger correctement ses agents, les premiers outils, je ne vois pas comment on peut le faire si je n'ai pas l'organigramme, si je n'ai pas un tableau des emplois et des effectifs qui est à jour, et quand j'en ai pas de fiche de poste qui ait du sens. Donc nous, on est intervenus, on a fait des vendredis du CDG uniquement sur cette thématique qui est vraiment liée à l'organisation pour pouvoir donner une direction. Autre thématique, des équipes motivées et valorisées. Parce qu'une fois qu'on a parlé d'organisation, il faut parler des agents. Des agents qui doivent être motivés. Je rappelle que dans motiver, il y a moteur, il y a le fait de mettre en route. Quelles sont les ressources de la motivation? Là, je citerai Aristote. Le désir est la seule force motrice des êtres humains. C'est-à-dire que c'est toujours le désir vers quelque chose qui me fait avancer. Qu'est-ce que je désire? Donc là aussi, il y a beaucoup de thématiques qui pourraient être intéressantes à développer. Ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais c'est toujours facile, je disais je pense que c'est avec Charlie qu'on en discutait, c'est toujours facile de désirer le travail qu'on n'a pas. Et puis, une fois qu'on a le travail, c'est beaucoup plus compliqué de le désirer. On désire toujours quelque chose qui nous manque. Sauf que quand on l'a, il ne nous manque plus. Donc comme il ne nous manque plus, on ne le désire plus. Comme on ne désire plus, vous avez des agents qui désiraient travailler. Et maintenant qu'ils ont le travail qu'ils désiraient, ils ne le désirent plus. Et au bout de 6 mois, ils vous disent « j'ai fait le tour, je m'ennuie ». Je m'ennuie parce que je le désirais tant que je ne l'avais pas. Le chômeur, il désire travailler. Puis une fois qu'il travaille, s'il pouvait être rentier, il le ferait. Donc vraiment, il faut aller chercher les ressources de la motivation pour les gens, et je travaillais sur cette notion de moteur, de désir de réussir. En formation de management, une citation, après Aristote, je ne vais pas faire une citation de Laure Manodou, pour savoir où je me situe. Laure Manodou qui écrit dans son ouvrage en 2022 « Je n'ai jamais aimé nager ». Et elle l'a assumé, elle l'a dit, vous pourrez la vérifier, elle dit « Je n'ai jamais aimé nager ». Ce qu'elle désirait, ce n'était pas nager, pourtant elle nageait 8 heures par jour. Ce qu'elle désirait, c'était gagner. Mais elle aurait gagné dans un autre sport, peu importe. Elle voulait juste gagner quelque chose, être championne olympique. Et pour ceux qui suivent le sport, une fois qu'elle était championne olympique, pour reprendre la thématique lacustre, elle a coulé. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réitéré cette performance, parce que ce qu'elle désirait, elle l'a eu, et comme elle l'a eu, elle le désirait. Donc il faut aller parfois rechercher les autres ressorts de la motivation et motiver les agents. Je reviens sur ce que je disais avant, c'est diriger et c'est avant tout donner un sens. Donc il faut vraiment travailler sur ces leviers sur lesquels on pourrait discuter et analyser pendant des jours, et on discutait avec le Décolisky tout à l'heure pour savoir s'il ne faudrait pas faire une thématique spécifiquement avec des professionnels du management et de la motivation là-dessus pour avoir une réflexion en commun sur différents aspects. Donc motiver, c'est aussi reconnaître les efforts, parfois simplement une petite reconnaissance, un merci quelque chose. C'est offrir aussi des perspectives d'évolution qui peuvent être d'évolution statutaire, et je reboucle avec ce que je disais avant. Vous avez un agent qui dit « mais j'ai quoi comme perspective d'évolution ? C'est quand mon prochain avancement? Est-ce que je peux monter en hiérarchie ?» Attendez, je ne connais pas l'organigramme, donc monter en hiérarchie, j'en sais rien. Vous n'avez pas de fiche de poste, donc je ne peux pas vous dire. En fait, je ne connais pas votre cadre d'emploi, donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez être promouvable. Si vous avez un manager qui vous dit ça, ça va être difficile d'aller motiver les agents si on ne donne pas de perspective d'évolution. Donc, il y a plusieurs de ces ressorts-là, et là encore, on a des outils, notamment la rémunération. Pourquoi on vient travailler le matin? D'abord pour avoir une rémunération. Alors, on ne travaille pas pour le plaisir, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre du plaisir à travailler. Ça, c'est autre chose. Il y a quelqu'un qui me dit, moi, même si je gagnais 200 millions d'euros au loto, je viendrais quand même travailler le matin à 8 h jusqu'à 18 h. Il y en a, ça peut peut-être arriver, on va peut-être faire un engagement bénévole, mais si on vient travailler, c'est avant tout pour pouvoir être payé. Et hier, je disais devant les 200 agents, combien d'entre vous viendraient travailler s'ils n'étaient pas payés? C'était pour faire le lien entre le droit et l'obligation des fonctionnaires. Donc, la rémunération, ça fait partie des leviers, non pas de motivation,
La rémunération ne motive pas, la rémunération rend motivable. C'est-à-dire que la rémunération à elle seule, vous ne pourrez jamais jouer ce levier là sur du moyen ou du long terme pour la rémunération, parce que quel que soit votre niveau de rémunération, vous en aurez toujours plus. Ça, c'est un classique. Quand on a sa première paye, on a l'impression de gagner au loto. Parce qu'on passe de 0 à 1200, 1300 euros, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et puis très rapidement, ça devient un moteur d'insatisfaction. Par contre, le manager doit pouvoir répondre à la question, mais pourquoi est-ce que je peux aspirer à avoir une augmentation de mon régime indemnitaire? Et c'est le manager qui dit, je ne sais pas, je ne sais même pas comment ça fonctionne, il va avoir du mal à motiver ses agents. Par contre, il y a une délibération qui s'appelle le RIFSEP. On a fait, je crois que c'était en début d'année, qu'on a fait un vendredi du CDG pour voir comment fonctionne le RIFSEP avec les catégories. Donc potentiellement, dire à un agent, écoute, tu étais dans la catégorie C3, tu peux potentiellement passer à la catégorie C2 en prenant des responsabilités, etc. etc. Mais ça, c'est la politique interne de chaque collectivité. Chaque collectivité définit ses critères et ses catégories sur le régime indemnitaire. Et ça, le cadre qui ne maîtrise pas le régime indemnitaire, qui n'est qu'applicable que dans sa collectivité, se prive de moyens de rendre motivables ses agents. Donc il faut bien que les agents que sous la responsabilité, je sache dans quelle catégorie ils sont classés en fonction de leur fiche de poste. Et si je n'ai pas ma fiche de poste, je ne vois pas dans quel classement je vais pouvoir le faire, en tout cas pouvoir leur expliquer. Donc il va falloir forcément travailler sur cette notion de régime indemnitaire et pouvoir expliquer avec une part aussi discrétionnaire, mais qui s'inscrit dans un cadre qui soit objectif et qui soit fixé par délibération. Donc là encore, la délibération pour le régime indemnitaire est obligatoire, le RIFSEP est obligatoire, et il faut pouvoir connaître les motivations. Les règles d'avancement et de promotion, j'en ai parlé, le manager qui ne sait pas quand est-ce que son agent sera promouvable sur un avancement de grade. Et puis, l'avancement de grade, vous êtes à quel tour? C'est au sein de votre collectivité, vous êtes à 100%. Vous savez, est-ce que vos agents le savent quand est-ce qu'ils seront promouvables et s'ils seront promus? Et est-ce qu'il y aura des postes qui seront créés? Ou quelqu'un qui a une promotion qui passe de catégorie B à catégorie A? Oui, ça c'est de la promotion interne. Est-ce qu'il y aura un poste qui sera créé? Vous savez, vous avez regardé vos LDG et vous voulez gérer des agences sans savoir si vous pouvez donner des perspectives d'évolution. Moi, un agent, je préfère lui dire il n'y aura pas de poste de catégorie A qui sera créé, mais au moins c'est transparent. Passe pas ton concours, enfin passe-le, mais si tu es nommé, il faudra trouver ailleurs, parce que moi, je n'aurai pas d'emploi au niveau requis. Et donc, toutes ces questions-là, on les a également évoquées, les avancements et les promotions, notamment les promotions internes. Je rappelle, les promotions internes, il y a des critères qui sont fixés dans les LDG, il y a des quotas. On a éventuellement, par exemple, 4 postes pour 50 dossiers, donc on va faire 46 mécontents. Ça, on le sait, chaque année, pas moi, la directrice se fait engueuler au téléphone en disant « vous n'avez pas promu mes agents ». Et on dit « oui, mais le problème, c'est qu'on est sur un entre-deux, parce que comment voulez-vous que nous, on compare déjà des agents qu'on ne connaît pas, et en plus, vous allez avoir une secrétaire de mairie, une chef de service dans une grosse collectivité, vous allez avoir des agents qui vont avoir des expériences différentes, et on nous demande d'avoir des critères objectifs. Oui, c'est pas ça. Donc on dit c'est de la faute du centre. Bon, comme ça, vous savez, c'est un peu ça. Alors que nous, si on a 50 dossiers, on serait ravis de faire 50 promotions. Pas nous qui payons, c'est les collectivités. Donc on se bat pour que soit il n'y a plus de promotion interne, soit il n'y a plus de quotas. Mais le truc de l'entre-deux, c'est plus inconfortable, parce que c'est par nature injuste. Sauf quand on est soi-même concerné. Donc tant qu'on ne passe pas, c'est injuste, mais quand c'est soi, c'est normal. Et ça, c'est à peu près calé. Mais en tout cas, il faut connaître les règles de promotion et puis dire à un agent qui demande une promotion, ok, moi je peux défendre ton dossier, par contre, je ne suis pas sûr qu'il puisse passer, sinon on crée de la déception et on crée de la frustration, ce qui n'est pas le meilleur levier des motivations. En tout cas, les règles, on peut les considérer juste injustes, ce que vous voulez. Nous, on a notre propre opinion là-dessus, il faudrait mieux laisser la libre administration des collectivités territoriales, mais comme je dis, je suis juriste, je ne suis pas législateur, mais en tout cas, il faut au moins pouvoir définir les règles pour pouvoir les expliquer à vos agents. Pour motiver les agents et pour qu'ils puissent être promus, pour qu'ils puissent avancer, pour leur donner une direction, il faut aussi un petit peu maîtriser votre règlement de formation. Et on a fait des vendredis sur le règlement de formation, sur les formations obligatoires, sur les formations facultatives, sur les différents types de vos besoins de formation que vous exprimez au moment des entretiens professionnels. Et vous pouvez avoir des agents qui vous disent « mais comment je pars en formation ?»
Est-ce que ma formation passe sur mon temps de travail? La formation a lieu lundi. Le lundi, d'habitude, ne travaille pas. Comment ça sera compté les heures? Et donc vous appelez le centre, ils vont dire, regardez votre règlement de formation, parce que le secteur dit que c'est soumis à la libre appréciation de l'autorité territoriale. Il y a beaucoup de questions parlementaires qui se finissent comme ça. Peu importe, c'est à l'autorité territoriale de le définir. Ouais, mais quand l'autorité territoriale ne le définit pas, ça va devenir compliqué. Donc vous avez normalement, dans votre collectivité, enfin au niveau du centre, centralisé au niveau du centre, des règlements de formation, en tout cas pour savoir les formations qui sont requises pour pouvoir motiver les agents pour qu'ils soient formés de façon à ce qu'ils puissent évoluer. La formation fait partie du sens que je vous disais, la direction. Vous ne managez pas, vous voulez manager, vous faites une formation pour manager, c'est se donner un sens à sa carrière. Et puis les entretiens professionnels, là on va bientôt lancer les formulaires, qui sont des moments aussi pour engager un outil de motivation vis-à-vis des agents et leur faire discuter un petit peu des perspectives. Et l'entretien professionnel, ce n'est pas qu'un outil purement juridique, purement administratif, il peut l'être. Hein. Mais du coup, vous vous privez d'un outil qui peut être un levier de management. Et on a fait aussi des réunions sur les entretiens professionnels, qui, je rappelle, sont normés avec une convocation 15 jours à l'avant, des critères qui soient bien définis, un entretien, un compte-rendu. Et on a eu des recours, y compris devant le tribunal administratif, sur des entretiens professionnels, en disant c'est pas mon N+1 qui l'a fait, oui, mais c'est qui votre N+1? Ben, je sais pas, j'ai pas d'organigramme, d'accord. Donc, comme vous n'avez pas d'organigramme, vous ne savez pas qui est votre N+1, comme vous ne savez pas qui est votre N+1, l'entretien est faussé, comme l'entretien est faussé, vous ne pouvez pas avoir de promotion. Vous voyez, comme tout s'enchaîne. Oui, mais on m'a dit que je faisais mal mon boulot, mais en fait, j'ai pas de fiche de poste. Ben oui, comment voulez-vous savoir si vous faites bien votre travail si c'est pas indiqué dans la fiche de poste? Donc, vous voyez que c'est une chaîne et chaque maillon est important pour pouvoir avoir une cohésion d'équipe. Et je vous assure que le conflit en collectivité territoriale repose très souvent sur ces éléments-là. Et donc, l'entretien professionnel, quand j'ai un agent qui a une fiche de poste avec des tâches qui lui plaisent, des tâches qui lui plaisent moins, qu'on lui donne un sens, qu'on écoute ses besoins de formation, il sera plus motivé parce qu'il y aura un cadre et qu'il soit clair. Donc, toujours insister sur la notion de motivation et de sens du travail. Parce que je rappelle que le travail n'est pas une valeur. Ça, on entend souvent ça, notamment les nouvelles générations, ils ont perdu la valeur travail. Non, la valeur, c'est une valeur morale. Vous êtes payé pour être juste intègre et puis généreux, puis vous arrêtez 5 semaines dans l'année. Et voilà, alors que pour travailler, on est payé et puis on s'arrête de temps en temps pour prendre ses congés. Donc comme ce n'est pas une valeur morale, il faut lui donner un sens. Et si vous n'avez pas un sens au travail, vous démotivez les agents. À quoi je sers? Bon, c'est expliqué. Après, il y a quelque chose auquel on insiste beaucoup également, c'est avoir des règles. Des règles qui sont éventuellement discutées, qui sont partagées, qui sont ensuite tranchées et qui évoluent au fur et à mesure de l'évolution de votre organisation, mais des règles qui sont définies à l'avance. C'est pour ça que j'indique que pour que les agents soient libres, pour que les agents soient autonomes, puisque la liberté et l'autonomie fait que je prends du plaisir à mon travail, il faut aussi qu'ils soient régulés, c'est-à-dire qu'ils soient réglés, qu'il y ait des règles qui soient applicables. On insiste maintenant, et voilà, c'était le dernier vendredi qu'on a fait sur le règlement intérieur, la trame du règlement intérieur qu'on a d'abord mis sur le site, puis j'ai retiré parce que les collectivités qui pensaient qu'il était déjà rempli, mais non, quand il y a 3 petits points, ça veut dire qu'il faut le remplir vous. Donc on s'est retrouvé en CST avec le règlement intérieur qui n'était pas rempli. Avec des trucs à cocher, c'était resté à cocher. Je ne comprends pas, c'est du sens. Oui, mais c'était une trame. Et on avait vu la dernière fois que voilà, il y a des décisions à prendre au sein de votre collectivité et que les gestionnaires carrière, parfois, on leur pose des questions et on répond je ne peux pas répondre à votre place, ça dépend de vous, je ne sais pas ce que vous avez délibéré, je ne sais pas ce que vous avez fait. Et donc on insiste là-dessus pour qu'il y ait des règles pour que les gens puissent être libres et autonomes et respecter des règles préalablement établies. Je ne change pas les règles en cours de partie. Donc il y a un certain nombre de points qui relèvent du règlement intérieur et qui relèvent également des droits et obligations des agents publics.
c'est un peu l'intervention qu'on a fait hier dans les grosses collectivités de l'eau, sur les droits et obligations, où c'est de faire comprendre que les droits et obligations, c'est un équilibre. Un agent respectera ses obligations si vous respectez ses droits. Et vous respecterez ses droits que si vous respectez ses obligations. Et quand on va en collectivité, que parfois c'est un petit peu compliqué, c'est parce que vous en avez un qui dit « je ne respecte pas ses droits parce qu'il ne respecte pas ses obligations », puis vous allez voir l'autre partie « je ne respecte pas mes obligations parce qu'on ne respecte pas mes droits ». Donc à un moment donné, il faut passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux en disant le droit, les obligations, pas plus, pas moins. Et pour revenir sur ce qu'on disait hier, est-ce que certains accepteraient à satisfaire à leur obligation de travailler sans être payés? Non. Pourtant, travailler, c'est une obligation. La rémunération, c'est un droit. Je respecte mon obligation de travailler que parce qu'on respecte mon droit à être rémunéré. Et hier, on a fait ça sur l'obligation de réserve. J'ai un droit à la non-discrimination à raison de mes opinions. En contrepartie, j'ai l'obligation de réserve et de discrétion. Donc, c'est toujours un acquis. Et c'est vrai que comment voulez-vous gérer des agents si vous ne connaissez pas à l'avance leurs droits et leurs obligations? Avec des droits spécifiques, je pense à la protection fonctionnelle, le droit de retrait, ou des choses comme ça. Et puis l'obligation, parfois, l'obligation d'obéissance hiérarchique. Alors, quand on veut être directif, quand on veut dire à un agent, tu fais ça, ça veut dire que je connais l'obligation d'obéissance hiérarchique, et je sais que par rapport à ton cadre d'emploi, ce que je te demande n'est pas illégal et ne compromet pas gravement l'intérêt public, donc tu n'as pas d'autre choix que d'exécuter. Et si tu n'es pas d'exécuter, tu seras sanctionné. Donc, là aussi, on a fait un vendredi du CDG sur les droits et obligations. On verra à la fin, si vous voulez, qu'on refasse des vendredis sur des thématiques. Mais ça, c'est par exemple un cours de 18 heures que je donne à la fin, juste les droits et obligations. Je ne parle même pas du statut. Donc, on pourrait les étayer par des éléments de jurisprudence. Les règlements intérieurs. Donc, je ne vais pas refaire la présentation qu'on a fait, je retrouve quand est-ce que c'était, je crois que c'était avant les vacances d'été, sur les règlements intérieurs, dans lequel, finalement, comme des agents ont pris le règlement sans le faire, j'ai fait un questionnaire avec. Comme ça, quand vous répondez au questionnaire, vous pouvez compléter votre règlement intérieur. Et par exemple, moi, je suis agent et je posais la question à mon manager en disant si je suis malade, j'ai mon régime indemnitaire, si je suis en congé de maladie ordinaire. Est-ce que je conserve mon régime indemnitaire? Est-ce que tout le monde sait s'il répondrait oui ou non? Puisque on peut, par délibération, indiquer qu'en cas de congé de maladie ordinaire, le régime indemnitaire suit le traitement indiciaire. Seulement, si je n'ai pas pris la délibération, c'est pas mon régime indemnitaire. Ce n'est pas illégal. On peut considérer qu'un agent en maladie n'a plus le régime indemnitaire. Voilà. Mais c'est bien propre à chaque collectivité. Donc, je ne peux pas répondre à votre place. Par contre, je ne change pas les règles en cours de partie, c'est-à-dire ce qui s'applique à l'un s'applique à tout le monde. On doit mettre en règlement intérieur, et c'est pas mal aussi de pouvoir le définir. J'ai mon beau-frère, j'ai mon frère qui se marie. J'ai droit à combien de jours? Je ne sais pas. C'est quoi votre délibération sur les ASA? Il y a très peu d'ASA qui sont de droit. Il y a pour la maladie, il y a pour la naissance, c'est pas pour le mariage, hein, ni pour le vôtre, ni pour suivre vos ascendants, descendants. Les décès, c'est la même chose. Hein. J'ai le décès de mon beau-père. Alors, qui c'est ton beau-père? C'est le nouveau mari de ta mère ou alors c'est le père de ta femme? Parce que avec les familles recomposées, on a le même vocal. Il y aura combien de jours? Je ne sais pas, parce que c'est pas une ASA de droit, c'est une ASA que la collectivité peut fixer par délibération. Et c'est pour ça qu'on a, voilà, comme on avait beaucoup de questions dans lesquelles on renvoyait les communes vers eux, parce qu'on dit je ne peux pas décider à votre place. Eh ben, on a mis, c'est sur le site internet, le règlement et puis le questionnaire. Donc le questionnaire, il y a toutes les ASA possibles, avec une limite de maxi de jours qui est définie par la jurisprudence et par des questions parlementaires. Et puis là-dessus, faites votre choix. Et hier, dans la commune où on était, la commune qui a 200 agents, vous devez trouver à peu près qui c'est, ils présentaient le règlement intérieur à tous les agents. En disant, voilà, on a fait un règlement intérieur, signé, je crois qu'ils ont dit qu'il avait fait signer par tout le monde. Comme ça, ils disent, maintenant, vous connaissez les règles du jeu. Et donc, il faut bien que le manager, pour pouvoir gérer ses équipes, il sache quelle réglementation s'applique à eux.
Donc voilà, des fois, oui, je ne sais pas s'il y a des choses comme ça, et on peut le décliner sur différents termes où le législateur dit cela est remis à la libre appréciation de l'autorité territoriale ou de l'organe délibérant selon la thématique. Et hier, se poser la question, je crois qu'ils l'ont eu à la fin, ben voilà, si je travaille ce week-end, je ne sais pas, je suis payé en heure sup, c'est récupéré. Si c'est en heure sup, est-ce que c'est revalorisé ou pas? Ça dépend de vous. Donc on ne peut pas répondre sur ça. Donc c'est vraiment important d'avoir ces règlements intérieurs. On me dit c'est facultatif, non, c'est plus facultatif, ça devient obligatoire. Hein. Ça devient obligatoire. Et parmi le règlement intérieur, les protocoles de temps de travail. Alors qu'ils peuvent être inclus dans le règlement intérieur, moi je l'ai mis. Hein. Mais c'est pareil, c'est l'agent qui arrive en retard, mais il arrive en retard par rapport à quelle norme? Ça on l'a souvent, hein. Mon agent il est toujours en retard. Oui. Et dans sa fiche de poste, il est censé arriver à quelle heure? Oh ben il n'y a pas de fiche de poste. D'accord. Et dans le règlement de travail, j'en ai pas. Oui, donc il ne peut pas être en retard sur des horaires qui vont être fixés. Donc, dans le règlement de travail, on va pouvoir dire que les agents arrivent, on peut mettre une plage horaire, de 8h30 à 9h, ou ce que vous voulez, ne peuvent pas partir avant 17h. Idem pour le télétravail. Il y a un protocole obligatoire sur le télétravail. Et ça, on a beaucoup de questions. Sur l'annualisation. Sur l'annualisation du temps de travail. Vous avez des agents annualisés, mais il n'y a pas de règlement. Ah ben là, vous montez une usine à gaz si vous n'avez pas de règlement. Et on ne pourra pas vous aider à votre place. Donc dedans, il y a le questionnaire. Hein, sur un agent qui est malade un jour où il n'était pas censé travailler. Alors un jour qu'il n'est pas censé travailler, ce n'est pas non plus un congé. C'est vraiment deux choses différentes. Qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais vous retrouver les PowerPoint, où quand on a fait l'annualisation et le temps de travail, c'est marqué, c'est la libre appréciation de l'autorité territoriale. Je vais vous donner un exemple qui sera peut-être plus clair. Vous êtes sur un régime de 39 heures. Donc vous travaillez 8 heures pendant 4 jours et 7 heures le dernier jour, pour faire 39 heures. Alors si vous êtes malade le jeudi, vous gagnez 8 heures, et puis si vous êtes malade le vendredi, c'est 7 heures. Donc parfois l'employeur dit oui, mais du coup il me doit un quart d'heure. Oui, mais en fait, soit vous le faites à la moyenne, soit vous le faites au réel. Et le législateur dit peu importe, il faut juste fixer la règle à l'avance, à la moyenne ou au réel. Alors, il y a même eu une commune où l'agent finissait à 15 heures le vendredi. Je compte combien de congés, puisque c'est 5 fois la durée hebdomadaire. Alors je considère qu'il travaille 5 jours ou 4,5 jours, parce que je ne savais pas le congé. Donc là, en fait, il calculait sur 5 jours, mais quand il prenait ses congés, c'était 4,5. Ça ne va pas. Mais il y a des règles qui étaient écrites nulle part. Donc, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de clash dans la collectivité? Il faut dire dès le départ, certes, il travaille jusqu'à 15 heures, on considère que c'est 4,5 jours. Durée de congé 5 fois 4,5. Par contre, quand tu poses une semaine, tu ne poses pas 5 jours, tu poses 4,5. Et ça n'avait jamais été écrit nulle part. Du coup, quand il y a eu un conflit entre l'employeur et l'employé, on a dit où est votre protocole du temps de travail? Il n'y en a pas. Donc, voilà, toutes les questions d'annualisation, on a fait, on a proposé un règlement pour pouvoir faire. Parce que le temps de travail, c'est pareil, je pourrais vous en parler pendant des heures, avec différents sociologues, Duartio et d'autres, qui ont travaillé sur les monotâches, les multitâches, maintenant, les nouvelles générations qui ont 3 écrans devant eux, voire 4, parce qu'il y a le téléphone portable aussi qui est à côté. Mais ils bossent, hein, je n'ai pas dit qu'ils ne bossaient pas. Hein. Par contre, c'est des polychrones. Il y a des monochrones et des polychrones. Moi, c'est encore monochrone. D'abord, je travaille, et une fois que j'ai fait ce que j'ai à faire, je fais le truc. Mais je ne fais pas de truc en même temps. Voilà. Donc, on pourrait regarder Edward Thiul, ou alors, ce que je faisais en management, la culture de l'immédiateté. Parce qu'en fait, quand j'ai besoin d'une information, je vais sur mon téléphone, j'ai l'info tout de suite. Maintenant, les administrés, c'est la même chose. J'ai besoin de quelque chose, je le veux tout de suite. Mais même nous, au quotidien, on nous pose des questions, il faut la réponse tout de suite. Donc, c'est la culture de l'immédiateté. J'ai envie d'écouter une chanson, je vais sur YouTube Musique et je l'écoute. C'est fini le temps où je mettais une cassette vierge dans mon stéréo avec enregistré et pause et je courais jusqu'au poste radio pour pouvoir l'enregistrer en priant que l'animateur ne parte pas avant la fin de la chanson. Mais quand je l'avais, j'étais content. Mais maintenant, c'est fini. Il y a la culture de l'immédiateté. Quand j'ai quelque chose... Alors, c'est vrai que nous, c'est vraiment quelque chose qu'on subit aussi de temps en temps. Le truc, je veux la réponse tout de suite. Alors, rassurez-vous, ça va arriver. Ça va s'appeler l'intelligence artificielle.
mais au moins vous aurez la réponse tout de suite. Moi, c'est pas dans la société dans laquelle j'ai envie de vivre. J'ai été le secrétaire il n'y a pas longtemps, je préfère qu'on s'engueule, au moins ça fait une interaction sociale. Je le sens tout de suite, oui, bah écoutez, vous allez sur... parce qu'on est beaucoup démarché par les intelligences artificielles spécifiques dans le juridique, spécifiques même sur les centres de gestion. Il y a des CDG qui y vont. Nous, pour l'instant, on ne peut pas y aller. Mais il y en a qui y vont en disant, au moins, voilà, si la personne au bout du fil n'est pas contente, elle aura un robot en face de lui qui n'aura pas d'émotion. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le temps de travail, d'un point de vue réglementaire, pas plus de 10 heures par jour, les repos qui sont hebdomadaires, etc. Et je pourrais vous montrer les supports qu'on a fait, qu'on a présentés. Donc sur le temps de travail, la gestion du temps de travail des agents, c'est important de fixer un cadre, c'est important de laisser des libertés également, et c'est important également sociologiquement de laisser. Hier, il y avait des tensions dans la commune où on était sur la pause cigarette. Combien de durée la pause cigarette? Parce qu'il y en a qui ne font pas de pause cigarette. Donc, c'est pas normal que ceux qui fument soient avantagés. Arrêtez de vous, ce qu'on a dit. Vous ne pourrez pas lutter là-dessus. Mais à la limite, on va mettre la pause cigarette dans le protocole du temps de travail pour indiquer que voilà. Et ce que disait hier le maire, c'était très bien. C'est dit, mais j'interdis pas à ceux qui ne fument pas de faire une pause pour aller se promener, à condition que ce soit normé pour pas qu'il y ait des abus. Donc ça, c'est aussi une source de tension. Et le protocole du temps de travail, comme le règlement intérieur, c'est une obligation, comme va être une obligation, attendez-vous, ça fait un moment qu'on dit, sur la gestion automatique du temps de travail, la fiche chez Bristol, le papier volant, ça ne satisfait plus ni les comptables, ni les magistrats. Ils veulent la traçabilité efficiente, c'est le terme qui était à de Strasbourg, sur le temps de travail, et parfois le logiciel vous permet quand même de gagner du temps. Donc vous voyez comment l'outil statutaire et juridique des règlements intérieurs, des protocoles du temps de travail vont permettre aux managers de gérer mieux ses équipes parce qu'il sait à quelle heure il est arrivé, comment gérer les absences, comment gérer les temps de pause. Et quand il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de liberté. Aussi une discipline rigoureuse et juste. Avec Rachel, la discipline, je crois que c'est En fait, nous, à peu près 80% de notre temps, c'est la gestion de conflits. On fait que ça, que de la gestion de conflit, c'est tout le temps. Voilà, et en fait, il ne faut pas que la discipline soit prévue comme une contrainte, mais c'est une condition de réussite collective. Chacun doit être discipliné, y compris par rapport à ses droits et ses obligations. Et à la différence de l'erreur, j'en ai parlé aussi en conférence sur le management, la faute, elle est sanctionnée, pas l'erreur. L'erreur, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Et si vous sanctionnez l'erreur, si vous tombez sur l'agent qui a fait une erreur, la fois d'après, il ne fera plus l'erreur parce qu'il ne fera plus rien. J'ai essayé de faire quelque chose, comme on dit, avec ceux qui font rien, qui ne font pas. J'ai fait une erreur, si on tombe dessus, après, maintenant, débrouille-toi. Puisque je me suis pris, je ne vais pas recommencer deux fois. Non, l'erreur, il y a plusieurs... faut revenir. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà, il faut la corriger. La vidéo que je vous ai montrée, parce qu'on passe souvent de temps à savoir qui est à l'origine de l'erreur, plutôt qu'essayer de la corriger. C'est de la faute de qui? Vous avez montré une vidéo, je vais vous la montrer tout à l'heure, mais voilà, vous hurlez pour savoir qui est responsable de l'erreur. Non, mais attendez, ça va voir pourquoi on a fait une erreur. On va déjà commencer par la corriger. Une fois qu'on l'aura corrigée, qu'on aura trouvé une solution, on verra pourquoi il y a eu erreur et on va essayer de s'améliorer. Alors que la faute, c'est la transgression volontaire d'une règle qu'on a préalablement établie. J'insiste sur transgression volontaire. Et ça aussi, aux agents aujourd'hui, c'est volontairement, tu as transgressé une règle dont on était convenu à l'avance. Oui, mais s'il n'y a pas de règle convenue à l'avance, il ne peut pas y avoir de transgression. Si je ne dis pas à un agent, tu dois arriver à telle heure, tu dois avoir un comportement qui soit droit et obligation des fonctionnaires, digne, impartial, à tel, etc., l'article 121-7 du Code de la fonction publique. Si je n'ai pas mis en place des règles intérieures, je ne peux pas transgresser une règle qui n'existe pas. Mais si je transgresse une règle qui a été préalablement fixée, dans laquelle j'ai prévenu les conséquences, non seulement la sanction, elle peut, mais elle doit. La sanction doit être sanctionnée. Donc effectivement, le manager, c'est quelqu'un aussi qui sanctionne, puisqu'après avoir régulé, il va falloir bien sanctionner. Parce que s'il n'y a pas de sanction
sur la transgression d'une règle, il n'y a pas besoin qu'il y ait de règle. La règle ne sert à rien si on ne sanctionne pas quand elle est franchie. Après, franchir une limite, voilà. Parfois, c'est simplement un minimum de courtoisie, de politesse. Alors, c'est dans le Code général de la fonction publique, hein, je vous l'ai dit, hein, dans les droits des fonctionnaires. Là, parfois, avoir une charte de bonne conduite, c'est pas inutile de dire que les agents doivent être courtois entre eux. C'est la parabole des porcs-épics de Schopenhauer. La bonne distance entre les agents, c'est la distance de la courtoisie. On va regarder la petite parabole, elle est plutôt sympa à lire, sur la parabole des porcs-épics. Donc, il faut qu'on ait une vision du cadre juridique des sanctions disciplinaires, voire pénales. Parce qu'on a fait un vendredi du CDG sur la responsabilité pénale des agents publics, puisque, je rappelle, et on pourra le voir, que ce qui est un peu particulier, les agents comme les élus, le critère d'intentionnalité n'existe pas sur le volet pénal, puisqu'il peut y avoir des délits pour imprudence ou négligence. Donc c'est pas, et c'est ce qu'on appelle des délits non intentionnels. Donc comme pour paraphraser Maître Lordovian, on peut être parfaitement honnête, parfaitement intègre, et voir sa responsabilité engagée pour des délits non intentionnels qui s'appellent la négligence et l'imprudence. Il faut avoir ça en tête aussi, parfois, dire à un agent, écoute, je connais un peu le volet pénal, tu veux traiter de gré à gré avec une entreprise sur un marché public alors que tu es soumis à concurrence, ça s'appelle un délit de favoritisme. Ah oui, mais je ne me suis pas enrichi, non, mais voilà, c'est juste que ça s'appelle comme ça. Donc il faut avoir un minimum l'habitude de ce cadre juridique. Le cadre juridique des sanctions disciplinaires, avec le fonctionnement du conseil de discipline, ça, Crachet, c'est notre truc des conseils de discipline, comment ça fonctionne, parce qu'effectivement, un agent qui aura transgressé une règle volontaire et qui est suffisamment grave, il peut y avoir un volet pénal. Un agent qui vole du matériel pour le revendre après sur le bon coin. Oui, le vol, c'est un délit. Donc, il y a ce volet pénal. Là c'est pas non intentionnel. Là, hein, voilà. Donc, il y a le volet pénal, puis il y a le volet aussi disciplinaire, qui peut aller jusqu'à la radiation. Donc, comment fonctionne le conseil de discipline? Il faut bien que le manager puisse savoir également comment ça fonctionne avec le rapport, avec le dossier, avec la convocation, avec les sanctions qu'on peut demander, les sanctions dites proportionnées. Et il faut savoir que le conseil de discipline est présidé par un magistrat, c'est un juge du tribunal administratif de Chalon, qui se déplace pour présider le conseil de discipline. Et c'est un agent qui est présent ici, qui assure le secrétariat, et nous, on n'intervient à aucun moment de la procédure sur ces sanctions-là. Par contre, si le manager, le cadre, n'a pas conscience des sanctions administratives, qu'il soit du premier groupe ou ensuite de ce qui relève du conseil de discipline, il ne pourra pas justement sanctionner quand il y a la transgression d'une règle préétablie. J'insiste là-dessus. Combien de fois on voit des dossiers vides? On va en conseil de discipline, le dossier est vide. Alors c'est pas le cas, il n'y a rien dans les faits, et c'est vide. C'est-à-dire qu'on n'a pas fixé la règle, on n'a pas fait de rappel à la règle, et un jour ça monte, puis alors d'un seul coup vous avez le manager ou l'élu qui dit j'en ai marre, je le dirai. Oui, mais vous ne lui avez jamais rappelé ces règles. Vous ne lui avez jamais rien dit. De temps en temps, il faut monter crescendo. Donc, on a aussi fait des vendredis du CDG sur la discipline. Et il faudra peut-être qu'on en refasse peut-être après les élections avec le juge qui se déplacera. Les juges qui président les conseils de discipline voudraient qu'on organise une réunion avec vous pour qu'ils puissent vraiment avoir une interaction directe, puisque nous, on n'a pas le droit d'intervenir sur tout ce discipline. Et ça nous a encore été rappelé il n'y a pas très longtemps, en disant qu'on n'a pas le droit d'intervenir sur les domaines disciplinaires. Qui doit respecter les droits de la défense. Mais aussi, il faut bien avoir en tête que quand il y a transgression d'une règle, quelle que soit la sanction que vous allez porter, il faut permettre à l'agent de pouvoir se justifier. Donc, à un entretien, un échange de courrier, etc., tu as transgressé la règle, c'est un fait, mais le caractère volontaire ou involontaire, tu dois pouvoir m'apporter tes éléments. Si je ne te laisse pas la possibilité de m'apporter ces éléments-là, il ne peut pas y avoir de sanctions disciplinaires. Et en matière de management, c'est pour ça que je fais un point spécifique sur la discipline. Quand vous mettez un agent au conseil de discipline et que l'agent ressort avec rien, ce qui est déjà arrivé, il ressort avec rien, bon courage pour le manager ensuite, et bon courage pour manager les équipes.
C'est comme aussi l'agent qui prendrait sa règle qu'on ne sanctionne pas. Ben oui, ben vous n'allez pas pouvoir sanctionner l'autre. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ben lui, vous ne lui avez rien dit. Lui, vous n'avez rien fait. Même pas un courrier. Et puis, ben, comme c'est moi, ben, vous me mettez au conseil de discipline. Ben, parfois, ben, on aime bien l'agent, mais on dit, ben non, ben là, tu as été défaillant, tu as déconné, je suis obligé de te sanctionner. C'est pas contre toi, c'est juste que sinon, après, je perds toute crédibilité vis-à-vis des autres agents qui trouvent ça insupportable. Et notamment les agents qui, eux, respectent la règle. Ah oui, mais quand on ne la respecte pas, il n'y a rien. Il n'y a pas de raison que je la respecte moi aussi. Donc à chaque fois qu'il y a une transgression volontaire d'une règle établie, à condition d'établir la règle, il doit y avoir sanction disciplinaire. On a aussi l'obligation d'avoir une charte de déontologie éthique. Et ça, c'est, on le met sur le site, qui a retravaillé, c'est la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique, qui met une charte type et chacun peut le développer. Je rappelle que vous avez tous ici un référent déontologue, qui est moi, pour les agents, et que les élus ont également normalement l'obligation de désigner un référent déontologue élu pour donner des éléments sur tout ce qui va être règles de déontologie. Et notamment, c'était l'intervention qu'hier je faisais en commune sur la loi de 2013 sur la notion de conflit d'intérêts. Voilà. Sur lequel je ne me prononcerai pas, mais certains savent ce que j'en pense sur cette notion de conflit d'intérêts qui consiste à toute interaction de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice impartial d'une fonction publique. Toute interaction de nature à influencer ou à paraître influencer. J'ai rien fait. Non, mais vous auriez pu. Non, mais j'ai rien fait. On pourrait penser. Donc ça s'appelle du conflit d'intérêts. Dans un magasin, vous auriez pu voler. Non, mais j'ai pas volé. Non, mais vous auriez pu voler. Oui, mais j'ai rien fait. Peu importe. Vous êtes en situation de. Et donc là-dessus, bah, c'est bien aussi de rapporter la charte de déontologie avec tout ce qui va être arrêté de déport, etc. Et là aussi, pour gérer les agents, c'est bien aussi. Moi, je suis souvent saisi sur les cumuls d'emploi pour voir s'il y a des interactions qui puissent être mises en place. Donc voilà, avoir toujours une discipline rigoureuse et surtout juste pour pouvoir assumer les sanctions et de faire en sorte que la sanction soit comprise. Dernier point, une anticipation. Comme dit le manager, normalement, c'est celui qui voit avant, c'est-à-dire qu'il n'est pas à l'instant T, il essaie de voir l'évolution. Et donc, c'est anticiper, et c'est aussi anticiper l'évolution de l'organisation. C'est pouvoir anticiper, avoir une prospective sur ce qui va se passer plus tard. Là encore, donc l'anticipation être à temps plus 1, voilà, de façon à ce que les agents puissent être sereinement à l'instant T, c'est qu'il sait que le manager, il a déjà essayé d'anticiper ce qu'il pourrait y avoir. Une réponse juridique parce que je sais ce que je pourrais anticiper s'il y avait un recours. Enfin, toujours essayer d'être à temps plus 1, et puis oui, parfois essayer de répondre aux questions qu'on ne m'a pas encore posées. Ça, c'est ce que j'ai dit un petit peu quand parfois au cadre, il faut essayer d'anticiper des réactions, anticiper des évolutions normatives et des questions sociétales. Et en matière d'emploi, ben, vous avez la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC, avec des outils qui existent, hein, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Je vais avoir besoin de quel emploi, de quelles compétences dans les futures années, y compris en fonction du projet politique. Un projet politique avec un programme, avec une légitimité du suffrage universel, et ben, pour pouvoir mettre en œuvre cette politique, eh ben, il va falloir que je fasse une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Est-ce que le projet politique, ça va être d'ouvrir une garderie? Eh ben, si le projet c'est d'ouvrir une garderie, en matière de GPEC, il va falloir que j'anticipe d'avoir des animateurs, d'avoir des agents qui soient compétents, des agents techniques pour pouvoir, ils appellent de la GPEC. Donc vous voulez faire quoi pour pouvoir anticiper? Ou alors ben, le projet c'est plus sur les travaux, on va refaire de la voirie, ben, il va falloir des agents techniques qui puissent monter des cahiers des charges et suivre les petits travaux de voirie. Donc là, en fonction de ce qu'on souhaite faire, il faut pouvoir anticiper, et anticiper bien en amont. Parce que c'est souvent au moment où on a besoin des compétences à un instant T, on se rend compte qu'on ne les a pas en interne. Donc nous, on essaie de suppléer par la suppléance et mission temporaire de temps en temps en disant j'ai un truc vraiment particulier. Donc parfois on fait, même moi je fais des missions de suppléance, c'est pas mal, dans les collectivités, sur des choses particulières. Mais alors la collectivité doit pouvoir anticiper et avoir un outil de prévision des gestions des emplois et des compétences, comme pour pouvoir prévoir les départs en retraite, savoir s'ils seront remplacés sur le même type d'emploi, sur pas le même type d'emploi.
Et même s'il y a parfois des inconnus, je pense notamment lorsqu'il y a des écoles qui ouvrent et qui ferment avec la gestion des ATSEM. Mais là, c'est pareil, on avait fait un vendredi du CDG, il faudra peut-être recommencer, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, car les outils, y compris informatiques, qui existent. Donc toujours avoir le temps plus 1 et avoir un outil GPEC, avoir une démarche GPEC et savoir un petit peu là-dessus. C'est aussi une obligation légale qui peut se baser sur le RSU, le rapport social unique. Je ne sais pas si tout le monde a son RSU, on a quel taux? Tu sais ou pas? 65% des collectivités ont fait le RSU. Alors le RSU, c'est une obligation légale. Chaque collectivité doit avoir fait son RSU. Alors je sais, ça vous ennuie, on n'a pas le temps, on a toujours mieux à faire. Par contre, outre, soit on dit c'est juste une obligation légale et ça m'ennuie, soit je veux en faire un outil pour gérer les équipes, et c'est un outil qui est vraiment très complet, parce qu'on va avoir vraiment toute la politique à un instant T de la collectivité. Ça va m'aider sur la GPEC, ça va m'aider en matière financière, ça va m'aider en matière de management pour pouvoir orienter mes agents. Et là aussi, on a fait un vendredi du CDG spécifiquement sur le RSU pour bien sensibiliser les collectivités à faire le RSU, mais surtout leur dire comment ensuite on peut exploiter le RSU une fois qu'il est fait. Parce que c'est le rapport social unique, c'est ça. Unique, ça veut dire que ben voilà, égalité femmes-hommes, plusieurs trucs qui existent sur le RSU. Donc là, c'est une obligation légale, vous devez l'avoir. En cas de contrôle, on vous demandera de le sortir. Donc 65%, c'est pas mal. Oui, ça peut être mieux, mais voilà, on est pas mal. Et donc nous, on accompagne avec un outil qui est dédié, c'est Stéphanie qui est en charge, le RSU. Et du RSU, ce que vous aimez, ce que vous adorez, c'est les lignes directrices de gestion, parce que le RSU, ça doit servir de base au LDG, puisque c'est la photographie à l'instant T, et même je crois qu'informatiquement, ça génère une base de LDG. Donc une fois que j'ai ma photographie à l'instant T, je vais avoir les lignes directrices de gestion qui sont à faire tous les 6 ans. Donc, généralement, après les élections municipales, tout le monde va devoir refaire leur LDG. Mais les LDG, c'est pareil, soit on prend ça sous forme contraignante, c'est-à-dire c'est un truc, voilà, c'est un vrai, soit on le prend de façon plus positive en disant c'est un outil de management, et là je vais retrouver bon nombre de thématiques que j'ai abordées précédemment. Le temps de travail, c'est les LDG, les taux de promotion, c'est les LDG. La politique en matière de régime militaire, c'est du LDG. Le LDG, c'est un document qui compile et qui compute tous les éléments relatifs à notre propre collectivité. Donc, on a des trames, on va retravailler dessus, parce que, comme il y a beaucoup de collectivités différentes, on est toutes des thématiques, mais dans beaucoup de petites communes, les 3/4, ça ne vous concerne pas. Je veux dire, quand on a quelque chose sur l'action sociale, si vous n'en avez pas, vous le retirez. Et on est obligé de prévoir tous les cas de figure. Et donc, les LDG vont permettre également aux managers de savoir s'il y a des perspectives d'évolution pour des agents, oui ou non, s'il y a des taux de promotion. Est-ce que pour pouvoir évoluer, il faut que je change de collectivité? Je regardais ce matin, effectivement, il y a 65% des agents recrutés qui disent qu'ils changeront de collectivité dans les 4 prochaines années. C'est les nouvelles statistiques qui viennent tomber. C'est quelqu'un qui postule chez vous, actuellement, il y en a 65% qui, en venant travailler chez vous, disent « je partirai dans les 4 ans ». Donc ça va, est-ce que je leur laisse une possibilité d'évolution, oui ou non, dans les 4 ans? Une collectivité que je ne citerai pas dans les LDG avait indiqué clairement il n'y aura jamais de catégorie A dans ma commune. Pourtant, au niveau de la strate démographique, elle pouvait le faire. Mais elle a dit pas. Donc l'agent qui est catégorie B, lui au moins c'est transparent en disant si je veux évoluer, il faut que j'aille ailleurs. Donc vous voyez que vous avez un certain nombre d'outils, comme par hasard, arrive au moment des LDG. Donc comme outil de management. Là, on a une réunion et on va retravailler dessus pour voir comment on accompagne les collectivités à l'issue des élections pour qu'ils remettent en place leur LDG de façon à ce qu'il soit opérationnel et que c'est vraiment un outil. On peut très bien ne rien en faire, comme on peut vraiment en faire un outil efficace pour gérer l'équipe d'une collectivité. Et souvent, pour reboucler avec ce que je disais, quand vous avez une collectivité qui fonctionne mal et qui vous dit
Ben, j'ai pas d'organigramme, j'ai pas de règlement intérieur, j'ai pas de protocole de temps de travail, j'ai pas pris mes LDG, ma délibération RIFSEF, j'ai fait un copier-coller de ce que j'ai trouvé sur Internet, j'ai pas de fiche de poste. Bon, les entretiens professionnels, hein, j'ai fait 5 minutes sur un coin de table, etc. Et les gens disent, ben, je comprends pas, ça fonctionne pas. Moi, la nuit, je comprendrais pas que ça fonctionne. Donc, et ce que j'essaie de vous montrer, c'est que tout est lié. Parce que si vous n'avez pas d'organigramme, je ne vois pas comment vous allez faire vos LDG. Enfin, vous voyez que chaque outil a son intérêt, chaque outil a sa pertinence pour pouvoir, j'avais dit que je ferais 1 heure, pour pouvoir avoir des outils de façon à permettre, pour reprendre là-dessus, pour reprendre les bouées de sauvetage, qu'un manager, qu'un agent puisse, par le biais de ces outils, diriger son équipe, les motiver, réguler, sanctionner quand c'est nécessaire et anticiper de façon à ce qu'on puisse donner du sens au management. J'ai récapitulé à la fin toutes les thématiques, l'organigramme, le tableau d'emploi des effectifs, les fiches d'emploi, les fiches de poste, les délibérations du régime militaire, les délibérations sur les avancements et promotions, le règlement de formation, les entretiens pro, les droits et obligations des agents publics, les règlements intérieurs, le protocole du temps de travail, les sanctions disciplinaires, le guide du fonctionnement du conseil de discipline qu'on a mis en ligne, les droits de la défense, la charte de déontologie et éthique, la GPEC, le RSU, les FDG. Oui, ça fait beaucoup, mais en fait, tout est lié. Vous ne pouvez pas avoir de l'un sans l'autre. Et c'est pour ça que la thématique, ce n'était pas le management, ça, on verra pour le faire plus tard, c'est comment je peux m'approprier ces outils-là. Et comme vous avez de la chance, j'ai vérifié hier, sur le site, il y a des PowerPoint issus des vendredis du CDG qu'on a fait sur chacune de ces thématiques. On a fait le droit syndical, qu'on va recommencer avec les élections pro, on a fait la formation, on a fait la RICEF, on a fait le temps de travail, on a fait le tableau d'emploi des effectifs, on a fait LDG et RSU, on a fait responsabilité disciplinaire administrative et pénale, on a fait organigramme et sociogramme, on a refait la discipline, on a fait le règlement intérieur, on a fait la déontologie, on a fait les droits et obligations des fonctionnaires. Donc, j'en finis là-dessus en disant qu'il faut vraiment s'appuyer aujourd'hui sur des outils. La société change. Le métier de manager change. Le métier de manager est devenu un métier à risque sur lequel on va demander d'objectiver et de justifier chaque décision, puisque chacun prend ça comme une injustice et qu'on ne peut pas avoir sur des comportements individuels. Et en formation de management, j'avais fini pour donner peur sur une jurisprudence de la CA Nantes que je trouve assez risquée pour ma part, du 8 juillet dernier. Le fait qu'un responsable de service à l'humeur imprévisible, manquant d'empathie, incapable de reconnaître et valoriser la qualité du travail effectué par ses agents, se soit livré à un management directif avec des pratiques managériales inappropriées, la sanction de radiation n'était pas disproportionnelle. Pourtant, si vous reprenez chaque truc individuellement, oui, empathie, je veux dire, c'est pas un délit d'être con, excusez-moi, sinon il y aurait beaucoup de monde en prison. Mais là, si vous voulez, factuellement, il n'y a rien. C'est peut-être un manager qui ne s'est pas appuyé quand il a expliqué ses décisions sur des règles qu'il avait préalablement établies et qui a fait du management tutoriel. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose d'isolé. C'est quelque chose qu'on a maintenant énormément en jurisprudence. Donc manager déjà, c'est pas facile, parce que manager, c'est faire travailler les autres. Et les autres, s'ils avaient le choix, ils ne travailleraient pas. Le travail, c'est bien le tripalium, qui est un engin de torture, sous la romantique. On ne vient pas travailler par plaisir. C'est donner des directives, c'est parfois avoir le mauvais rôle, c'est parfois sanctionner. Et c'est parfois maintenant mettre en jeu sa propre responsabilité dès lors qu'on n'a pas pu établir le fait que le management a été basé sur des outils. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin sur tous les outils qu'on essaye de mettre en place, sur tous les outils qui sont sur le site. Et s'il y a besoin de refaire un vendredi du CDG sur ça, on le fera. Donc, comme on a constaté que c'est souvent les mêmes agents qui venaient au vendredi, donc on les remercie de venir, parce qu'en fait, tous les outils qu'on vous a présentés sur les 2 dernières années, ça participe à un ensemble commun pour que votre organisation en collectivité se fonctionne bien et pour donner des éléments aux managers de pouvoir diriger.